Chez Bonjour Fred, on a remarqué que beaucoup des personnes qui aident un proche sont des femmes. Ou en tout cas, beaucoup des aidants qui témoignent sont des femmes. Dans la première saison de notre podcast consacré à l'aide et aux émotions qu'elle fait naître chez les aidants, le constat est quasi général. Que ce soit dans les témoignages... Je n'ai absolument pas pensé à moi. La résiliente, la forte du couple, c'est moi, c'est pas lui. Au début, j'étais la fille de mes parents dont papa était tombé malade. J'ai fait le maximum pour elle. Mais aussi dans les analyses des spécialistes que nous avons interviewés. Le cœur est plutôt quelque chose de féminin. Il y a cette idée en fait des femmes, fortement, de se sentir en fait responsables, et le modèle de la responsabilité féminine, c'est la maternité. Pourtant, les études menées sur le sujet sont beaucoup plus nuancées. Selon l'étude qui fait autorité, celle de la DRES, la Direction des études statistiques, qui date de 2019, les femmes ne représentent que 59,5% des aidants familiaux. Leur proportion monte à 74% au fur et à mesure que la dépendance du proche s'aggrave. Elle reste donc majoritaire, mais on est loin de la surreprésentation des femmes aidantes qu'on retrouve au quotidien chez Bonjour Fred. Ces études, on les a lues. On a aussi échangé avec des aidantes et des aidants, on a interrogé des experts. Et on a commencé à se demander pourquoi la répartition d'hommes et de femmes parmi les personnes qui aident n'est pas si marquée que ce qu'on avait imaginé. Je m'appelle Solène, bienvenue sur le podcast Bonjour Fred. Vous écoutez le premier épisode d'une mini-série en 3 parties qui va tenter de répondre à cette question. Est-ce que les personnes qui aident, les aidants, sont en réalité des aidantes ? Dans cet épisode, on va essayer de saisir à quel moment on s'identifie soi-même comme un aidant et comment on atterrit, ou pas, dans une étude statistique. On vous propose donc de plonger ensemble dans ces études. Ça ne veut pas dire qu'on va vous étourdir de chiffres. On va plutôt remonter le fil pour comprendre comment les études statistiques sont fabriquées, quelles questions les sondeurs posent aux personnes qui aident et si les réponses sont différentes selon les hommes et les femmes. Ingrid Voléry est sociologue à l'Université de Lorraine. Elle est spécialiste du grand âge et elle mène des enquêtes auprès des aidants. Quand on lui a demandé comment les sondages autour des aidants sont faits, elle a rapidement évoqué 2 grands types d'enquêtes statistiques. Les enquêtes quantitatives et les enquêtes qualitatives. Les études quantitatives passent bien souvent par des questionnaires qui nécessitent un travail sur un grand nombre d'informateurs, plusieurs centaines, plusieurs milliers même, visant à connaître qui sont les aidants, les proportions de type d'aide, les plus souvent engagés, etc., etc. Donc ça donne des éléments tout à fait importants. On sait également dans ces enquêtes-là que plus de la moitié, 59,5% de ces aidants sont des femmes, ce qui peut aussi surprendre parce qu'on a le sentiment que les aidants sont systématiquement des aidantes, alors qu'il ne faut pas oublier que le premier acteur de l'aide dans les situations de vieillissement, c'est d'abord le conjoint. D'ailleurs, la norme sociale aujourd'hui est plutôt à la conjugalisation de l'aide au grand âge. C'est d'abord l'affaire du couple, avant d'être l'affaire des enfants. Et quand il y a une entraide dispensée dans le cadre du couple, les enfants sont bien souvent en retrait, fils et filles. Ces enquêtes quantitatives prennent la forme d'un questionnaire à choix multiples. Pour être identifié comme un aidant par cette enquête, il faut d'abord que votre proche vous identifie comme tel auprès de l'enquêteur. Ensuite, vous devez répondre à des questions sur le temps que vous passez auprès de votre proche, en cochant une des réponses proposées. Et à la fin du questionnaire, on vous demande si tous les éléments que vous avez cochés font de vous l'aidant de votre proche. Et le problème de ces questions, c'est qu'elles ne permettent pas de capter la complexité des situations. Lorsque, par exemple, le questionnaire est en autopassation, la personne répond seule. Face à sa feuille, elle va recevoir, par exemple, le terme d'aide, « êtes-vous aidant ?» d'une manière ou d'une autre. Parce que si je vous questionne, par exemple, vous aurez peut-être une perception différente de la mienne de qu'est-ce que c'est qu'aider. À partir de combien de temps passé pour l'autre, on estime qu'on aide. Et puis, si j'estime que c'est naturel de vous rendre service, est-ce que je vais répondre que je vous aide ? Non, je vais répondre que je tiens mon rôle de maman, de papa, de fille, etc., etc. Donc, il y a bien souvent dans le face-à-face avec le questionnaire des situations dans lesquelles on ne maîtrise pas toujours le sens que les individus donnent, ce qui produit des fois des situations de sous-déclaration, par exemple, d'aide dans certains cas, ou de surdéclaration dans d'autres, puisque ça dépend de ce que la personne met comme signification dans le terme aide.
Dans le cadre de ses recherches, Ingrid utilise davantage des enquêtes qualitatives. Les enquêtes qualitatives passent par d'autres pratiques d'enquête et notamment par des entretiens, des conversations, on va dire, sociologiques, de l'observation, etc., qui permettent de s'intéresser pas seulement au type d'aide, par exemple, le plus fréquemment dispensé par les aidants, mais à ce que les aidants y mettent comme sens, comme signification, par exemple. Les enquêtes qualitatives permettent aussi d'être plus précis lorsqu'on essaie de déterminer la proportion homme-femme parmi les aidants. Parce que, par exemple, lorsqu'on dit que c'est les enfants, les fils et filles aident, les enquêtes qualitatives permettent de mesurer combien, souvent, derrière les fils aidants, il y a les belles-filles, par exemple. Ces enquêtes prennent donc la forme d'une conversation qui dure en général 1 heure, 1 heure et demie. Les enquêteurs questionnent les aidants sur leur perception de l'aide qu'ils apportent à leurs proches, et ils ont aussi le temps de recueillir des informations plus précises. Par exemple, à quoi ressemble une journée type pour eux, pour essayer de comprendre ce qu'ils font, très concrètement, pour aider. J'ai demandé à Ingrid quelle forme prenait cette aide sous-estimée par les personnes âgées enquêtées. Être amené à son rendez-vous médical, c'était avoir ses pilules préparées, approvisionnement, préparation des repas. C'était l'aide au papier, à la gestion des papiers, aux démarches administratives. C'était de l'aide au bricolage et bien sûr une aide très, très difficile à mesurer, passer du temps avec, le soutien moral. En revanche, l'aide, dès lors qu'elle était dispensée par des professionnels dans le cadre d'interventions associatives ou de prestataires de services, cela était vraiment, parce qu'elle était institutionnalisée, codée en termes d'aide, spécifiée et pointée comme étant de l'aide. Donc on voit combien le cadre pèse sur la perception. Les enquêtes qualitatives ont aussi l'avantage de pouvoir déterminer avec plus de précision à partir de quand un aidant se considère aidant. Et là, ce que remarque Ingrid, c'est qu'il y a une nette différence entre le moment où les femmes se considèrent comme aidantes et celui où les hommes le font. Le regard porté par les proches sur l'aide et le regard qu'on porte soi-même sur l'aide. Ce qui fait, par exemple, que certains hommes âgés ont évoqué leur contribution en termes d'aide à la campagne, alors que finalement cette contribution était ponctuelle, tandis que des femmes âgées qui dispensaient beaucoup d'aide ne l'exprimaient pas en termes d'aide, mais en termes de rôle tenu. Elles faisaient leur job. Elles tenaient leur rôle. Hommes et femmes aident, mais pas de la même manière et pas avec les mêmes retombées, on va dire, gratification en termes sociaux et symboliques. Pour mieux comprendre les différentes manières d'aider dont parle Ingrid, on est retourné voir Florence, une aidante que vous avez peut-être entendu témoigner dans la saison 1. Il y a 10 ans, Florence a aidé sa maman malade alors qu'elle s'occupait aussi de ses 3 enfants. À l'époque, elle avait été dépassée par la situation et n'avait pas eu le temps de réfléchir au rôle qu'elle occupait auprès de sa mère. Depuis 3 ans, Florence aide son beau-père, Jean-Claude. Et cette fois-ci, le passage au statut d'aidante a été plus clair. Pour mes beaux-parents, il y a eu un seuil. Le seuil, ça a été quand ma belle-mère m'a dit « Moi, écoute Florence, je suis malade, je souhaite que tu t'occupes de ton beau-père. » Une prise en compte morale. J'avais le droit de dire non. Et si je disais oui, je m'engageais. Et puis, moi, j'ai dit OK. OK, maintenant, à partir de maintenant, donc je m'occupe de mon beau-père au niveau de sa santé, au niveau de ses rendez-vous, etc. Mais c'est quand même ma belle-mère qui gère. C'est elle qui prend les rendez-vous, ou elle me demande de les prendre, mais c'est toujours elle qui est, entre guillemets, la tête pensante. La semaine dernière, il avait un rendez-vous à l'hôpital avec un spécialiste. Donc, je suis allée chez eux, évidemment, 1 heure avant, parce qu'il y a la pause café. Après, je l'ai emmené à son rendez-vous, je l'ai ramené, repause café. Et en fait, ils m'ont un petit peu accepté dans leur famille. Petit à petit, j'ai pris la place de la fille, de la belle-fille, enfin, comme on veut. Je pense qu'ils ont décidé de me faire confiance, parce qu'il y a quand même une énorme base de confiance. J'ai demandé à Florence de faire le calcul. En moyenne, elle consacre à Jean-Claude 1 jour et demi par semaine, pour l'accompagner aux rendez-vous médicaux et lui tenir compagnie, chez lui ou au téléphone. Après notre conversation, j'ai voulu en savoir plus sur ce déclic, ce moment où elle s'est sentie devenir aidante pour son beau-père. Alors j'ai contacté un homme qui a aidé son père malade, Christophe.
Comme pour Florence, je lui ai demandé quand est-ce qu'il s'était considéré comme aidant pour la première fois. Clairement, depuis le moment où il y a eu la première hospitalisation, hein, parce que ça a été très prenant en temps, très énergivore, avec des moments où je n'arrivais plus à aller voir mon père. J'ai eu quelques moments où pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'étais tellement épuisé de tout ce que je devais régler pour lui que je n'avais plus l'envie d'aller à son domicile et de l'écouter, de me poser avec lui, quoi. Le père de Christophe a des problèmes cardiaques. Lorsqu'il a été hospitalisé après sa chute, les médecins lui ont aussi diagnostiqué un début d'Alzheimer. Depuis, Christophe fait un travail qu'il qualifie d'invisible mais essentiel. Concrètement, ça veut dire qu'il passe beaucoup de temps avec son père au téléphone pour le convaincre d'accepter que des professionnels l'aident. Que la kiné vienne chez lui, par exemple. Ou alors pour coordonner les intervenants à domicile, l'aide-soignante du matin et du soir, le médecin traitant, ou encore le portage des repas. Ça prend du temps, notamment au niveau moral, de se dire que tout peut arriver. Et quand on s'appelle mon frère et moi, souvent c'est pour se donner des nouvelles nous concernant ou concernant mon père, mais quand il y a urgence, c'est parfois compliqué parce qu'on s'y attend pas et qu'on est chacun dans nos vies, nos engagements, nos propres vies personnelles, etc. Pour Christophe, l'aide ne prend donc pas la même forme que pour Florence. Il habite à Paris alors que son père est dans l'Eure. Il ne lui rend pas visite toutes les semaines, ne cuisine pas pour lui, ne l'emmène pas chez le médecin. Pourtant, pas de doute dans son esprit. Dès la première hospitalisation de son père, il est devenu aidant. Pour Ingrid, la raison pour laquelle Florence et Christophe se voient comme aidants à des moments différents, c'est à cause de la perception de l'entourage. Une femme qui aide, ça a tendance à être vu comme naturel, alors qu'un homme qui aide son proche, c'est plus exceptionnel. C'est donc plus rapidement remarqué et identifié comme de l'aide. Mais il y a aussi un autre élément à prendre en compte, la nature des tâches effectuées pour son proche. Certaines aides ont des résonances plus impliquantes et celles-là, elles se font vite charge. Les résonances impliquantes étant d'une part des aides qui impliquent une disponibilité temporelle continue. Au quotidien, d'ailleurs, les enquêtes quantitatives le montrent, les aidants qui déclarent le plus le sentiment de fatigue morale, physique, d'épuisement, c'est ceux qui cohabitent et ont cette tension physique, morale, de vigilance perpétuelle à tenir. Donc, c'est ce premier cas de figure. Et ensuite, des aides qui transgressent des normes fortes, notamment sur la pudeur. Par exemple, l'aide à la toilette, celle-là, elle était perçue comme aide très rapidement et comme charge aussi, très rapidement, parce que la norme, depuis que vous avez, je crois, 4-5 ans, ça dépend des familles, c'est apprendre à individualiser la toilette. Faire en sorte qu'à un moment donné, il n'y a plus maman qui entre dans la salle de bain, c'est fini. Ça devient vraiment un sanctuaire du soi. Donc c'est une conjonction de plusieurs choses. Ingrid m'a aussi parlé d'une dernière statistique intéressante. Parmi les aidants, 50% sont des enfants qui aident leurs parents et 25% sont des conjoints qui aident leur mari ou leur épouse. Or, il y a plus de femmes parmi les aidants qui aident leurs parents, alors que chez les conjoints aidants, la proportion homme-femme est plus proche des 50-50. C'était d'ailleurs précisément ce que nous disait Max Panens dans la saison 1 de notre podcast. Il y a une règle qui s'impose, c'est que le conjoint aide. Cette règle-là est prioritaire à la règle entre guillemets, bien sûr, du fait que le care est plutôt quelque chose de féminin. Donc, dans un couple où c'est la femme qui développe une dépendance, l'homme aide. Cette règle-là est respectée dans tous les couples, y compris les couples très traditionnels. Et puisqu'il y a autant de femmes qui développent des dépendances, globalement, que des hommes dans les couples, alors il y a autant d'hommes qui aident leurs femmes que des femmes qui aident les hommes. Ces situations d'aide au sein du couple expliqueraient donc que les femmes ne soient pas si représentées que ça parmi les aidants. Mais derrière cette statistique se cache autre chose. Au fur et à mesure que l'on vieillit, l'espérance de vie n'est pas la même entre les hommes et les femmes. Et si le conjoint est bien le premier aidant en cas de dépendance de son épouse, il s'avère que les conjoints aidants ne sont pas si nombreux que ça dans le grand âge. Tout simplement parce que, sauf en cas de maladie, ils décèdent en général avant leur compagne. Oui, à partir de 75-85 ans, on a une intensification aussi de la relation d'aide qui se transforme.
Ça croise aussi une dimension, j'ai envie de dire, démographique, liée aux espérances de vie inégales, malgré tout encore des hommes et des femmes, qui fait que dans les situations de très grand âge, les conjoints, par exemple, qui pouvaient être des aidants, ont disparu. Donc, on a, disons, au grand âge, plutôt un vieillissement qui se féminise, si je peux le dire ainsi. Il y a cette première dimension. Mais il est vrai qu'à mesure de l'avancée en âge et des situations de perte d'autonomie, les femmes se trouvent en effet plus souvent convoquées dans ces relations d'entraide. Également parce que la nature de l'aide se transforme, impliquant de plus en plus une aide quotidienne peut-être, une aide qui nécessite une présence, une préoccupation en tous les cas, une charge mentale aussi importante, une disponibilité temporelle importante et une aide aussi qui va toucher peut-être de plus en plus au corps, dans un certain nombre de gestes qui sont socialement perçus comme relevant de l'intime. Les études le disent donc clairement. Les femmes ne sont pas ultra majoritaires parmi les aidants. Elles sont plus nombreuses, mais dans les chiffres, on a plutôt 2/3 de femmes et 1/3 d'hommes chez les enfants aidants, et on se rapproche même des 50% d'hommes et 50% de femmes chez les conjoints qui aident. Par contre, ce dont je me suis aperçue en décortiquant ces études, c'est que les femmes se déclarent aidantes beaucoup plus tard que les hommes. Il faut vraiment que l'aide qu'elles apportent à leurs proches soit intense pour qu'elles se considèrent comme aidantes. Or, si les femmes se déclarent aidantes plus tard que les hommes, il y a des chances pour que beaucoup d'entre elles ne se retrouvent pas dans les études établies sur le sujet. Il y a donc probablement plus de femmes que ce que les chiffres disent. Mais je me pose toujours la question, pourquoi les femmes se déclarent aidantes plus tard ? Qu'est-ce que ça dit de leur rapport à l'aide ? Dans les prochains épisodes de cette mini-série, on remonte le fil des liens intimes et complexes que nous entretenons avec le soin et l'aide à l'autre. Et on essaie de comprendre pourquoi on entend beaucoup plus de femmes que d'hommes sur ce sujet.